Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Entre nous. Mon invité aujourd'hui est un joueur professionnel de hockey à la retraite. Il a œuvré 13 ans dans la Ligue nationale de hockey. Je parle de Georges Laraque. Bonjour Georges Laraque, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci de l'invitation. Écoute, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, ça fait vraiment plaisir. Tu es le bienvenu Entre nous sur cette télévision. Dis-moi un peu un truc parce que tout le monde te connaît évidemment comme un joueur de hockey dans la LNH, la Ligue nationale de hockey. Mais moi j'avais vraiment une question pour toi qui m'a intriguée puisque on t'appelait l'homme fort, vraiment, tu as surnommé l'homme fort, même The Rock, parce que tu avais vraiment un profil, je pense, avec tu peux faire beaucoup de sports différents. Pourquoi le hockey? Pourquoi le hockey et pas le, je sais pas moi, le football? Apparemment en plus tu es un passionné de football. Pourquoi pas Ouais, tu sais, le hockey, le soccer et le football américain, c'est mes sports préférés. Okay. J'aime mieux le soccer et le football américain que le hockey. Ah oui? Le hockey est troisième même. Et quand j'étais jeune, j'ai dû faire une décision quand j'avais 15 ans entre le hockey, le soccer et le football américain. Okay. J'avais des super bonnes aptitudes dans les trois sports. Puis le hockey est le sport que je préférais le moins. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi le hockey, c'est parce que j'ai tellement vécu les racistes quand j'étais jeune dans le hockey que je le montrais à tous mes dénigreurs que malgré tout ce qu'ils m'avaient dit, j'allais jouer à la Ligue nationale quand même. Puis je me suis dit que si j'ai vu autant de racisme, je pourrais être un modèle pour plusieurs jeunes minorités qui rêveraient un jour de jouer à la Ligue nationale. Puis je me suis dit, ils ont besoin de personnes qui brisent la barrière puis qui se rendent là. Donc j'ai dit, non, je vais choisir le hockey pour être un rôle modèle pour les jeunes. Wow, et c'était ma mission. Puis pour montrer à tous mes dénigrants, quand on me dit que je peux pas faire quelque chose, c'est ça que je veux faire. Là, tu vas le faire. Ouais. OK. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Là, tu as eu une belle carrière quand même, tu as une belle carrière, tu as joué avec Edmonton, les Phoenix, tu as joué aussi avec les Canadiens. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le fait de jouer dans cette carrière de hockey? Mais ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment de l'avoir percé, de l'avoir fait. Tu sais, j'ai joué pendant 13 ans, mais quand tu joues dans la Ligue nationale, quand tu arrives là, tu sais pas combien d'années tu vas jouer. Puis, tu sais, toute ma jeunesse, quand je me suis dit, il faut que je me perce la Ligue nationale, je dois m'y rendre, puis tous les petits sacrifices que j'ai faits, quand tes sacrifices portent fruit, puis que tu peux remercier tous tes dénigreurs qui t'ont donné la motivation additionnelle pour te rendre là, c'est exceptionnel, c'est comme un cadeau du ciel. Puis pour moi, c'était ça, c'est ce qui était le plus important de pouvoir le faire, parce que imagine la leçon que tu donnes à plusieurs personnes, puis qu'est-ce que ça prouve à toi-même. Parce énorme. Que ça, c'est un rêve. Tu sais, quand tu es jeune, tu veux jouer à une nationale un jour, des pourcentages, c'est 0.001001%. C'est certain, oui. J'ai pas regardé les pourcentages, je me suis dit, c'est presque impossible, non. Mais malgré, en plus, donc les pourcentages, on va dire, étaient contre toi, plus, comme tu dis, il y avait le racisme, tout ça, t'as pas eu vraiment envie de te dire, bon, c'est quoi, regarde, je vais essayer autre chose, là, c'est trop compliqué. Mais tu sais, encore pire que ça, c'est pas juste que le racisme, c'était un élément que je devais composer avec, mais mes parents voulaient pas que je joue au hockey à cause du racisme. Okay. Fait qu'ils ont arrêté de me supporter quand j'étais jeune. Je devais aller à l'arena tout seul. Mes parents, ils voulaient pas. Ils ont dit, arrange-toi tout seul. C'est normal, ils voulaient te protéger. Oui. Puis ils se sont dit, quand ils ont dit, arrange-toi tout seul, ils pensaient que j'allais arrêter. Je n'ai pas arrêté. Tu as trouvé un moyen de continuer. Quand j'ai percé la Ligue nationale, mon père a dit dans les médias que notre fils nous a donné une leçon quand il était jeune, une leçon de persévérance, parce que même si il ne croyait pas en moi, puis il ne me supportait pas dans le hockey pour me protéger à cause du racisme, même à eux, j'avais quelque chose à prouver. J'avais quelque chose à prouver à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde et à moi-même, parce que c'était ma mission. Puis c'est pour ça que juste de l'avoir fait, c'est même pas important la durée. Oui, le fait d'y entrer, c'était énorme. Ça a été 1 an, juste de rentrer avec tout ce que j'ai entendu, c'était déjà une réussite. 13 ans, pour moi, c'était comme un bonus. C'est énorme. Mais justement, là, par exemple, tu as un fils qui joue aussi au hockey. Puis comment est-ce que tu le prépares justement peut-être à vivre ça, comme tu dis, avec le racisme, le défi, la difficulté, le faible pourcentage de chances d'y arriver? Comment est-ce que tu as réagi quand il t'a dit ça? Est-ce que tu étais plutôt content? Oui, mais tu sais, c'est un peu différent parce que j'ai grandi dans un petit village, Charelle-Tracy, qu'on était la seule famille noire, qui était à 1 heure de Montréal. Pour beaucoup de personnes, quand ils me regardaient, j'étais comme un extraterrestre, ils n'avaient jamais vu de noir dans leur vie. C'était différent. Mon fils grandit à Edmonton, tu sais, il est moitié-moitié, moitié noir, moitié blanc. Quand t'es pas une minorité visible, c'est pas le même genre de racisme que toi. Puis en plus, à Edmonton, j'ai joué là-bas longtemps, j'étais super populaire. Fait que mon gars, il n'y a pas de problème de racisme là-bas parce que je suis tellement aimé à Edmonton. Puis la perception n'est pas du tout la même. Puis il y a beaucoup de minorités aussi là-bas. Fait qu'il ne vit pas de racisme, puis tant mieux. Mon fils qui va jouer au hockey, je dis de s'amuser.
Tu l'encourages Il n'y a pas de problème, oui. vraiment. Il n'y a aucune pression, rien. Mais je suis content qu'ils ne vivent pas les mêmes difficultés que j'ai vécues quand j'étais plus jeune. Bien sûr. D'ailleurs, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'écrire justement ce livre? Donc, tu es co-auteur du livre donc, La force d'y croire, qu'on retrouve aux éditions de l'Homme. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Donc, tu parles de tes challenges, tes défis dans ta carrière? Parce que quand j'étais jeune, puis j'étais seul à vivre le racisme, puis mon rêve de passer en Ligue nationale, c'était difficile parce que personne ne me supportait. J'ai tombé sur le livre de Jackie Robinson, une autobiographie pour enfants, qui montrait comment Jackie s'est rendu à être le premier joueur noir à jouer au baseball, puis comment il a combattu le racisme, puis comment il a utilisé les insultes comme motivation pour percer dans son sport. Quand j'ai lu ça, ça m'a inspiré à continuer à me battre pour me rendre à la Ligue nationale. Fait que j'avais deux rêves. Un, c'était de jouer à la Ligue nationale. Le deuxième, comme Jackie, d'écrire ma propre autobiographie pour inspirer d'autres jeunes, comme moi j'ai été inspiré dans son livre. Je l'ai écrit, parler de mon histoire pour que des jeunes qui vivent beaucoup de racisme ou n'importe quelle forme de discrimination pour n'importe quel rêve qu'ils ont, mais je me suis dit que je voulais faire comme Jackie, écrire un livre pour inspirer des gens qui ont des difficultés. Puis effectivement, mon livre, je l'ai écrit dans les deux langues, en anglais et français, c'est devenu un best-seller. Puis pour moi, c'était parfait parce que je voulais juste faire comme Jackie. Je me suis dit, si Jackie m'a aidé, je peux aider d'autres personnes avec mon parcours. Waouh! Et toi, finalement, c'est quoi, peut-être en un mot ou deux, c'est quoi qui t'a donné la force d'y croire? Que tu allais y arriver à l'époque, face à tout ça? J'ai toujours été... Tu sais, je me fais souvent poser cette question-là, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours su que... Tu sais, quand on parle de Secret, on dit toujours, on envoie à l'univers qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'ai fait ça depuis que je suis jeune. Ça a manifesté, en fait, on dit manifester. Ouais. Je connaissais pas le Secret quand j'étais jeune, j'étais même trop jeune. Mais dans ma tête, à chaque fois que je manifestais quelque chose quand j'étais jeune, ça l'arrivait. Il n'y avait rien qui pouvait bloquer quand je décidais de faire quelque chose que j'allais faire. Puis pas juste bloquer, dans n'importe quoi. N'importe quoi, tout ce que je fais, tout ce que je touche, marche. Parce que quand je décide quelque chose, un rêve, quelque chose que je veux faire, il n'y a rien qui va bloquer. J'ai tellement une vision sur ça. Tu as l'air focusé, il n'y a rien qui peut te dérouter de ça. Oui. Puis c'est le message en fait qu'on doit retenir vraiment à travers donc, le livre La force d'y croire. Mais tu sais, pour d'y croire, c'est pas juste ça, mais tu sais, c'est ma vie au complet. Bien sûr. Comment j'ai grandi, beaucoup de choses sont arrivées, des succès, des échecs. Tu sais, quand tu grandis, ton parcours de vie, il y a beaucoup de choses que tu as. Alors oui, je partage tout ça parce que j'ai une enfance qui est un peu spéciale aussi, que beaucoup de personnes seraient peut-être même choquées d'entendre. Tu sais, comment j'ai grandi à comment je suis rendu aujourd'hui, c'est la nuit et le jour, c'est complètement différent. Mais en bout de ligne, ce qui est le fun de voir, c'est que, tu sais, des fois, les obstacles que tu as quand tu es plus jeune, te rendent juste plus fort, peut-être à accomplir tes rêves. Waouh, c'est vraiment, on va terminer sur cette note positive. On va faire juste une petite pause et on se retrouve juste après. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. On est de retour après une courte page de publicité. Donc, je suis toujours en compagnie de Georges Larac, qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau d'ici Télévision. Donc, juste avant, on parlait justement un peu qu'est-ce qui t'a, les challenges que tu as rencontrés dans ta carrière, puis donc justement du livre La force d'y croire. Et je voudrais juste revenir un petit peu, c'est que tu jouais, donc, comme je disais avant, maintenant, comme tu es retraité, tu es investi dans beaucoup d'activités. Donc dans l'entrepreneuriat, j'ai noté que tu as une boutique, tu es très investi aussi dans les conférences, tu tiens à partager vraiment ta motivation, ton expérience. C'est quoi aujourd'hui, après la carrière d'athlète, dans quoi tu aimes le plus t'investir aujourd'hui? Est-ce que c'est plus entrepreneurial, les fêtes de conférences? Est-ce que c'est le Rice Kombucha, donc une boisson qu'est-ce qui te plaît le plus? Comment tu choisis même dans quoi tu t'investis? C'est un peu fou ce que je vais dire, mais je m'investis dans tout. Tout ce qui te plaît, tout ce qui... Comment tu fais? Dans tout. Tout me plaît. Okay. Moi, je suis un workaholic. Je suis prêt d'arrêter de travailler. J'ai pas besoin de travailler, mais je suis prêt d'arrêter. Je suis hyper actif, je dors pas, je travaille tout le temps, puis j'essaie d'en faire le plus possible. Maman, souvent, elle me dit, quand est-ce que tu te reposes? Je dis, je vais me reposer dans mon cercueil, je vais avoir toute l'éternité pour pouvoir dormir après. Mais non, j'adore être actif, j'adore faire des projets, j'adore foncer, embarquer dans des compagnies, mais surtout, j'adore parler. J'adore les conférenciers. À cause de mon livre, je suis devenu conférencier en anglais, en français grâce à ça. Parler à des gens, motiver, des choses comme ça. C'est des choses que j'adore le plus. Mais pour vrai, j'adore tout. Parce que quand j'embarque avec une nouvelle compagnie, j'adore foncer, aider, puis créer quelque chose. C'est parce que
créer, j'ai moins de temps parce que ça prend plus de temps. Mais embarquer avec des choses qui sont déjà créées, puis les aider à exploser, j'adore faire ça. Parce que, tu sais, en bout de ligne, pour moi, c'est comme un challenge. C'est comme quand une compagnie m'approche, puis me donne des pourcentages de leur compagnie, puis j'embarque avec eux, pour moi, c'est comme la ligne nationale, un défi. La ligne nationale, c'est de les faire exploser. Tu comprends? Fait que, tu sais, de faire le plus possible, puis tu sais, de foncer, puis de prendre ça à des idées, des choses comme ça. Fait que j'aime ça aussi faire ça parce que j'aime ça mettre du temps dans des nouveaux projets, essayer des choses que je connais pas. La vie, elle est trop courte. C'est vrai. Pourquoi juste toucher à des choses qu'on connaît? Pourquoi avoir peur? Alors, pourquoi pas oser? Dans la vie, il faut oser. Reward, ça vient avec oser. Si tu veux un retour, il faut que tu oses. Il faut essayer. Puis moi, c'est pour ça que, pour avoir essayé des fois, oui, je vais me planter, mais je vais pas mal plus réussir que je vais me planter. Puis au moins, quand j'ai vu un jour sur ma chaise roulante, puis que je vais te baver, je vais pouvoir dire dans ma vie, j'ai vécu ma vie au maximum. C'est vrai, te rappeler tous tes beaux souvenirs. J'ai tout essayé, ouais. Mais oui, t'as tout essayé. D'ailleurs, faut pas avoir peur. J'ai vu aussi que tu t'es impliqué justement après le séisme qu'il y a eu en Haïti, puisque tu es d'origine haïtienne, au niveau de la reconstruction, d'aider la population qui était là-bas, et notamment dans la construction en fait, d'un hôpital. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'étais en Haïti 2 fois quand j'étais jeune. Okay. Puis je trouve que, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants, c'est pas de les amener à Walt Disney dans des pays riches où on ne comprend pas la réalité. Amenez vos enfants dans des pays pauvres, que les gens comprennent c'est quoi la réalité, comment ils sont chanceux de grandir au Canada, comment ils sont chanceux de pouvoir manger à tous les jours, puis comment ils sont chanceux quand ils ont un rêve, ils peuvent le réaliser. Et d'accéder à un hôpital quand tu es malade. Oui, puis c'est pour ça que quand tu vas dans d'autres pays, tu apprends une autre perspective qui te fait apprécier plus où ce que tu es aujourd'hui. Puis, tu sais, quand j'ai visité Haïti 2 fois quand j'étais jeune, puis mes parents, les origines sont là-bas, c'est sûr qu'avec le succès que j'ai eu quand j'ai joué au hockey, tu veux toujours redonner, faire quelque chose, une fois que ta carrière est terminée. Puis quand le CS en Haïti est arrivé, ça l'a donné la même année où j'ai été libéré du Canadien de Montréal après 13 ans en Ligue nationale. C'est là que je me suis impliqué en tant que porte-parole avec Vision mondiale, la Ligue nationale, l'Association des joueurs, puis beaucoup d'autres compagnies, pour ramasser des millions pour pouvoir reconstruire l'hôpital Grâce pour enfants à Port-au-Prince, à Delmont. Et ça a été quelque chose pour moi qui était tellement important, vu que mes origines sont de là. Puis aussi, ce qui était le fun, c'est que c'est pas des Canadiens, des Américains qui ont eu l'argent, qui sont venus travailler en Haïti pour reconstruire l'hôpital. C'est des Haïtiens qui ont fait le travail là-bas. Parce que c'est souvent, on se demandait à Crashdy pourquoi on n'aidait pas. Non. Si tu veux vraiment aider, tu ramasses de l'argent, trouve des travailleurs là-bas. Pas des gens de l'extérieur qui viennent. Que tu vas les payer en plus cher, c'est ça exactement. Oui, il faut les payer en double à cause du danger et toutes les choses. Alors que là-bas, il y a des gens qui ont besoin de travail et d'emploi. Donc oui, pour moi, tu as répondu à deux, en une pierre, tu as répondu à deux problèmes. Exact. Pour moi, c'était un des projets qui m'a tenu vraiment à cœur de pouvoir faire ça et de redonner au peuple d'où sont mes tu viens. C'est vraiment une très bonne chose. Mais dis-moi un truc, est-ce qu'il y a quelque chose... tu sais, les gens ils te voient, ils te connaissent beaucoup à travers la télévision, mais est-ce qu'il y a quelque chose que les gens sont souvent surpris d'apprendre sur toi? Oui, j'adore chanter. C'est vrai? Oui, pour vrai, il y a une place à Montréal qui s'appelle Pang Pang. C'est une place de karaoké privée. Puis des fois, je vais là-bas tout seul pour chanter. C'est vrai? Ouais. OK. Tu sais, le monde loue des salles, tout ça. C'est ça, son groupe. Mais moi, je peux y aller tout seul juste pour aller chanter. Tu vas chanter? Oui, puis je suis mauvais. Là. Je suis le pire chanteur de la planète. Mais je pense, dans une autre vie, je devais être un chanteur parce que pour moi, c'est libérateur. C'est tellement, ça détend tellement que j'adore faire ça, mais je suis mauvais. Tu sais, même, je me souviens, quand je jouais avec les Canadiens de Montréal, puis à un moment donné, j'ai été chercher mes cousins pour sortir, puis là, mes cousins sont tous habillés, sont tous propres, puis ils ont hâte, tu sais. On va sortir avec notre cousin, on va rentrer dans un club, tout le monde va nous regarder, ça va être le party. Je les amène là-bas. Ah, au truc de hockey, de karaoké. Là, je les amène là. Puis là, ils sont comme, mais c'est quoi ça? Je dis, on va chanter. Puis ils me regardaient avec une face, là. Ils étaient comme, c'est sérieux? On s'habille pour ça? Ben oui, c'est super le. Il y en a qui sont partis. Mais tu trouves ça bizarre, mais. J'avoue. Moi, c'est les bars, l'alcool, j'aime pas ça. Si tu te fais achaler, pourquoi aller boire? Tu peux plus conduire après. Puis tout ça. C'est comme, moi, pour vrai, là, chanter tout le temps, là, presque à tous les jours, si je pouvais, je le ferais à temps plein. Mais c'est juste que j'ai pas le talent pour. Mais j'adore ça. Est-ce que ça aurait été quelque chose peut-être que tu aurais voulu prendre des cours, pousser un peu, ou tu veux garder ça comme un Si je prenais des cours, je me ferais mettre dehors. Ah oui, à ce point? OK. Mais au moins, comme tu dis, tu chantes sous la douche tous les jours, ça te met de bonne humeur, ça te met tout le temps, oui, exactement. Je trouve que c'est alcalin, ça me fait sentir bien, puis j'adore ça, puis c'est paisible. Je sais pas, j'ai des machines... J'ai une machine karaoké chez moi en plus. Ah, OK. Je traîne ça le avec micro, moi la totale. Tout. OK. Ben, c'est cool. Le micro, même pas.
Il me Tu sais, il y a un déteste. micro là, de karaoké qu'on voit Ouais, souvent. mais il m'aime pas, le micro. Le micro me déteste. Toi, tu vas, comme on dit, a cappella. Ouais, C'est ça. exactement. Ouais, Ok, exact. super, super. Ben, écoute, merci. Regarde, on va continuer tout ça après la publicité. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. On est de retour sur ICI Télévision dans Entre nous. Donc, je suis toujours en compagnie de Georges Larac. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, écoute-moi, tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, tu avais comme deux rêves, deux grands rêves. Ok, jouer en Ligue nationale de hockey et donc avoir ta propre autobiographie, ton livre. Les deux, cloche, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Pour vrai, juste de la santé. Parce que je suis tellement hyperactif, je fais tellement de projets en même temps que je fais pas assez souvent attention à ma santé. Fait que, tu sais, quand tu es trop actif de même, tu sais, pour la santé, crise cardiaque, des choses comme ça, tu sais, j'en vois pas à l'univers, c'est ce qui va arriver, mais je dirais juste la santé. Souhaitez-moi la santé pour être capable de rouler à 100 000 à l'heure comme que je fais depuis des années, puis comme que je vais continuer à faire parce que je vais jamais ralentir. La santé, est-ce qu'il y a la santé d'être surhumaine. La santé, comme on dit, surhumaine, que tu puisses continuer encore bien longtemps. De jamais arrêter, puis de toujours être actif à tous les jours, puis de faire 46 millions de projets de plus encore jusqu'à la fin de mes jours. Wow. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, OK, peut-être que je vais ralentir un peu? Jamais. Jamais, non. Non, je peux pas. Je déteste prendre des vacances, je déteste arrêter. C'est vrai? Oui, parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Te reposer. Prendre des vacances, pourquoi se reposer? On dort déjà. La nuit, on se repose quand on dort. C'est vrai, c'est vrai. Fait que les vacances, pourquoi je vais me faire bronzer dans le sud? C'est quoi des vacances? C'est aller à l'extérieur. Visiter, ouais, c'est ça, c'est aller à l'extérieur, visiter. J'ai été dans l'avion toute ma vie en jouant au hockey. Moi, quand je prends l'avion, c'est du travail. Prendre un avion, aller dans un hôtel, aller dans un resort et faire quoi? Être assis pour bouger, aller prendre de l'alcool? C'est quoi des vacances? Pour moi, des vacances, c'est travailler. C'est de bouger. Parce que peut-être aussi, tu fais des choses qui te plaisent. Peut-être ça te trouve aussi comme ça un bonheur aussi. Donc, OK, mais c'est vraiment bien. Mais tu sais, je sais que puis encore une fois, je dis pas que comment je pense, c'est le barème que ça devrait être. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont probablement en désaccord avec ce que je dis en ce moment, mais c'est correct, tu sais, chacun doit décider qu'est-ce qu'il aime le plus. C'est ça. Mais pour moi, il faut que ça bouge toujours. Il faut que ça bouge. Ouais. OK, mais écoute, on va faire un petit jeu. OK. Ça s'appelle plutôt ceci ou plutôt cela. Une petite question, puis tu vas me dire si tu es plutôt ci ou si tu es plutôt ça. Est-ce que tu es plutôt, peut-être tu m'as donné la réponse, mais couche tard ou couche tôt? Ça dépend. Normalement, je me lève à 4h30, 5h pour courir. Fait que des fois, ça peut être couche tôt. 4h30, 5h pour courir? Oui, parce que je fais des marathons aussi. Fait que wow, je cours mais ça vous serait tes... Ouais, fait que c'est pour ça que des fois, quand je me lève, tu sais, j'ai pas le choix de me coucher tôt quand je me lève à 4h du matin, mais c'est sûr que je te lève tôt. OK, t'es un lève tôt. Je suis debout à 5h tous les jours. Early morning, comme on dit, t'es un early bird. C'est vrai. Fait que si je me couche tard, je me lève à 5h quand même. Oh. Fait que j'essaie de me coucher tôt, genre 10h, mais je me lève à 5h tous les jours. Wow. Fait que tu sais, pour moi, 10h, c'est couche tard, je me lève à 5h. Tu comprends? Ouais. Parce que le monde, oui, parce que à 5 heures, le monde se coucher, lève pas. Mais tous les jours, je me lève à 4h30, 5h tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je me réveille, je suis prêt, let's go. Puis je pars, je suis prêt à courir, let's go. On commence la journée, puis jusqu'en soirée. Waouh! Beaucoup d'énergie. Peut-être que ça a bien trouvé ta voie dans le sport. Mais je suis vegan aussi, je suis végétalien aussi. Mais je pense que ça t'aide? Moi, le végétalisme, oui, ça l'aide parce que ça donne plus d'énergie. OK. Tu sais, il y a beaucoup de... J'allais dire... de on-dit ou de manque d'informations, de manque de connaissances par rapport justement au végétalisme. On a tendance des fois à se dire, ouais, mais j'aurais pas assez d'énergie, je vais pas réussir à faire ma journée ou faire du sport. Mais pour vrai, si on reste dans ce volet-là, j'aurais besoin d'au moins une demi-heure, direct, sans arrêter pour vous l'expliquer. Mais en quelques minutes comme ça, de t'expliquer les bienfaits, ça serait impossible. Mais il faudrait que tu me dédies une émission complète là-dessus. Je te prends en mots. Puis je pourrais convertir la moitié de tes auditeurs qui nous écoutent. Écoute, je te prends en mots. OK, on va faire quelque chose comme ça. Parce que, écoute, c'est vrai que c'est intriguant. Beaucoup se demandent à chaque fois, tu sais, comme tu es comme un sportif de haut niveau, un athlète, et on se dit, non, on s'attend à ce que tu sois un pur carnivore, là. Donc, je suis sûre que c'est une question qu'on doit souvent te poser. Oui, exact. Alors, attends, est-ce que tu préférais gagner la loterie ou trouver l'âme sœur? Ben, tu sais, c'est sûr que trouver l'âme sœur, c'est toujours mieux. Tu sais, je veux dire, si t'es matérialiste, tu vas dire gagner à la loterie. L'âme sœur, c'est ce qui est plus important dans la vie. Tu sais, l'âme sœur est plus important que l'argent. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'essaie de trouver la meilleure façon de pouvoir l'expliquer
Parce que c'est ça, il y a beaucoup de monde qui vont écouter, qui vont dire la loterie, puis je trouvais l'âme sœur après. Mais c'est pas ça la question, c'est un ou l'autre. Voilà, tu peux vivre malheureux toute ta vie, exactement. ou tu peux vivre riche, malheureux toute ta vie, ou trouver l'âme sœur. Ouais, là, on parle vraiment de l'âme sœur. Fort avec l'âme sœur, mais t'es en amour. Ouais. Ou... Fait que c'est pour ça que... L'âme sœur. Ouais. Ok, je comprends, je te comprends. Si tu avais à choisir, est-ce que tu préférais participer à un show de dating ou à un show sur la survie? Non, un show sur la survie. Survie 100%. Les shows de dating, je trouve que c'est une honte. Ça n'a aucun sens. Moi, si j'ai une fille, puis un gars, si jamais il irait dans un show comme ça, j'irais là-bas, j'irais les arracher du show. Ça serait la honte totale. Je trouve ça ridicule. Mais s'il cherche l'âme sœur? Oh, non, mais oublie ça. L'âme sœur à la télévision. On est 7 milliards sur la planète, puis tu vas aller dans un show pour aller trouver l'âme sœur. Un show que tout est fake, tout est calculé. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, pour moi, ces affaires-là, je trouve que c'est complètement ridicule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en ce moment qui adorent la télé-réalité. Mais les regarder, c'est autre chose que, comme tu dis, d'y aller. Ça, c'est du divertissement. Même regarder ça, je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est une perte de temps. Puis c'est tellement pas la société. Oui, c'est vrai, c'est totalement monté. Puis je comprends pas. Ce que je comprends encore moins, c'est que non seulement le monde regarde ça, qu'ils n'ont rien d'autre à faire, mais que le monde qui participe à ça réussissent à vivre avec les réseaux sociaux, avec le following qu'il y a, à cause qu'ils ont fait une niaiserie à la télévision. Moi, je suis un père ou une mère, puis mon enfant est là, je serais pas fier. Ouais. Oh, ma fille, elle a French un mec à la télévision. Ouais. Wow. Tu verras sûrement en direct. Oh, je suis en amour. Elle te présentera... C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie réelle. Donc, vraiment la survie. Tu te verras bien dans ça. Oh, ouais. Puis, t'es plutôt texte ou message? Pardon. Texte, message ou appel? Appel. Je déteste texte, message. Pas de message, texto. Peut-être que j'ai les doigts trop gros quand je tape, je pèse 6 lettres en même temps, mais non. Je trouve que c'est trop long. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. Tout le monde écrit. Tu as une conversation de 5 minutes avec quelqu'un, c'est texte-message pendant 2 heures de temps. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu as une expression, tu as tout, elle peut te répondre. Le ton de sa voix même. Il y a du monde qui ne veut même pas te parler, qui veut juste texter. Oui. Ah, je suis occupé, appelle-moi pas, texte-moi. Ça prend plus de temps de texter, de concentration, de parler au téléphone, franchement. C'est rendu ridicule aujourd'hui. Les gens ne se parlent plus, les gens ne se regardent plus. Tu marches dans la rue, le monde ne regarde même plus où ils vont. Ils rentrent dans des poteaux, ils rentrent partout, parce que le monde sont toujours sur leur téléphone à texter partout, sans regarder les gens dans les yeux, dire un bonjour, rien. On est rendu dans un monde de fous. C'est dommage que comme on est très concentré sur un petit peu trop sur d'autres choses, on est distrait. Alors juste rapidement avant de terminer, dis-moi, on arrive bientôt à cette époque donc de l'Action de grâce. Dis-moi une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Bien, je suis reconnaissant de mes parents de m'avoir mis au monde. Parce que, pour la vie. Avant tout, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que mes parents m'ont mis au monde. Puis pas juste mis au monde, ils ont décidé de déménager au Canada pour qu'on ait une meilleure vie. Si j'étais en Haïti aujourd'hui, peut-être que je serais mort avec la tragédie qui est arrivée. Ils m'ont mis au monde, ils ont déménagé à Montréal pour donner un meilleur avenir à leur enfant, pour que leur enfant, un jour, puisse avoir des rêves. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans les pays pauvres qui ont des rêves aussi, mais qui n'ont juste pas les ressources pour que ces rêves-là s'accomplissent. Donc, juste le fait que mes parents m'ont mis au monde, puis que grandi, né à Montréal, pour qu'après ça, je puisse exploser, faire tout ce que je fais aujourd'hui. Très reconnaissant pour ça. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Georges. Ça fait très plaisir. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était Entre nous sur ICI Télévision. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 16h. À très vite.